Merci de nous rester fidèles. C'est New World Forum sur votre chaîne New World Info. Nous parlons cette semaine de l'opposition togolaise. Est-elle en convalescence ou frappée tout simplement d'obsolescence? Nous en parlons avec Maître Jean-Yaovi Degli. Il est avocat au barreau du Togo, homme politique. Il préside le mouvement Bâtir le Togo qui est différent de bâtir tout simplement. Oui, ça n'a rien à voir avec bâtir. Nous avons créé Bâtir le Togo depuis 1996 et c'est ici que, il y a 2 ou 3 ans, j'ai vu un mouvement qui s'appelle Bâtir. Ce n'est pas la même chose que Bâtir le Togo. C'est un parti politique d'ailleurs qui s'appelle Bâtir. C'est un parti politique. Ouais. Bâtir qui était un mouvement aussi, je ne sais pas si c'est devenu parti politique, on va vérifier en tout cas. Non, je crois que c'est un parti politique. Nationale, oui, c'est un parti politique. Comme indépendant. C'est un parti politique. Ouais. À vérifier. Si les téléspectateurs nous suivent, ils peuvent nous renseigner également, puisqu'ils ont la possibilité de participer à cette émission en vous posant des questions. Et vous êtes prêts à leur apporter les réponses. On va commencer par égrener les questions d'une minute à l'autre. Vous étiez en train de nous expliquer pourquoi vous avez effectué un repli stratégique et vous disiez à la fin de la première partie que vous optez désormais pour des actions personnelles directes avec... Oui, j'ai opté pour moins de publicité, moins de propos qui ne rapportent rien, moins... je n'ai même pas l'habitude de faire... les critiques de façon intempestive. Je critique ce qu'il faut critiquer, je fais des propositions pour qu'on puisse aller plus loin. Et puis je préfère désormais interagir directement si c'est possible. Ça dit que quand je suis dans la rue et que je vois quelque chose qui me semble ne pas aller dans le bon sens, je m'adresse à celui qui doit faire ce travail et j'attends qu'il fasse quelque chose. Qu'il me réponde ou qu'il ne me réponde pas, ce n'est pas le plus important. Mais c'est que je ne voudrais pas qu'on dise un jour, on ne savait pas. Donc ma stratégie, c'est à ce que nul n'en ignore. OK? Pour que nul n'en ignore. Donc, j'attire l'attention et je demande qu'on essaie de régler le problème. Et je peux dire que sur un certain nombre de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai eu plutôt des résultats qui me paraissent être beaucoup plus positifs qu'autre chose. Donc, si je peux avoir des résultats en proposant directement ou en interpellant directement la personne qu'il faut au moment où il le faut, je préfère le faire. J'ai eu à discuter avec des gens qui sont des gens du gouvernement ou bien des gens au pouvoir sur des problèmes précis. Et bon, j'ai vu qu'il y a des approches différentes qui peuvent être faites. Si ça peut donner des résultats, l'essentiel, c'est d'avoir l'intérêt général satisfait. Je crois que c'est préférable parce que il ne sert à rien de venir sur des plateaux, de dire des choses et puis après, bon, de voir que le monde va comme il va, quoi, que rien n'a changé. Vous avez ainsi répondu, il me semble, à notre fidèle Richard Tagba depuis Kara, 91 62 16 91 62 16 qui dit qu'il vous aime particulièrement par vos idées, par votre raisonnement et même la rhétorique qui vous caractérise. Oui, Maître Degli est un artiste de la parole depuis très jeune. Moi, je voudrais savoir pourquoi à ce jour il s'est, je pourrais le dire, éclipsé sur la scène politique. Que devient-il pour l'opposition et le pouvoir en place, dans le sens de faire avancer les choses, surtout au niveau de l'opposition qui est, à mon avis, totalement à la rue. Oui, c'est ce que je viens de dire. Je n'ai pas disparu de la scène politique. Je ne suis pas un homme politique, mais je suis un défenseur des droits humains. Je suis un membre de la société civile et je suis un défenseur de la dignité humaine et du bien-être de tous les Togolais. Donc tout ce que je peux faire allant dans ce sens, eh bien, je n'épargnerai aucun effort. Mais je ne sors plus beaucoup, peut-être oui. Et puis, il y a aussi, entre-temps, j'ai eu quelques problèmes de santé qui ont fait que je me suis mis un peu à l'écart des sorties médiatiques qui ne rapportent pas plus aux Togolais. Mais est-ce que la fin de sa phrase, est-ce que vous partagez son observation quand il dit que l'opposition est totalement à la rue? Est-ce que c'est exagéré? Non, je ne crois pas qu'on peut dire que l'opposition est totalement à la rue. Je crois qu'elle est très
en difficulté actuellement. Elle est très en difficulté. Et certaines de ces difficultés ont été créées même par elle-même. Tout à l'heure, je parlais du fait que quand certains leaders qui ont de bonnes idées font des propositions, ceux qui se disent les radicaux s'y opposent et disent c'est nous qui sommes plus populaires et donc votre idée ne passe pas. En fait, on est arrivé dans une situation où ce n'est pas forcément le plus intelligent parmi nous qui décide, mais c'est celui qui peut parler le plus fort et qui croit être le plus populaire qui décide. Et quand c'est comme ça, vous risquez de vous voir conduit par un aveugle ou par un idiot qui se croit pour le meilleur parmi vous, et bien qui va vous conduire. C'est ce qui est arrivé. Sinon, mais il y a plein de membres de l'opposition qui ont eu de belles idées, de belles propositions, qui ont eu des approches très positives par rapport à certains problèmes à des moments donnés. Mais on leur a dit de se taire. Et on les a terrorisés et ils se sont tus en face de gens qui croient être les meilleurs, mais qui malheureusement se sont révélés être des pires, sinon des piètres politiciens. Votre posture aujourd'hui ressemble un peu à la stratégie utilisée désormais par l'Union des forces de changement, la stratégie de coopération. Est-ce qu'elle vous semble adaptée à la situation? Je ne suis pas dans une stratégie de coopération, je suis dans une stratégie de proposition et de pousser l'autorité à apporter ce qu'il faut. La stratégie de l'UFC est complètement différente. Alors, que pensez-vous D'abord, l'UFC, au moment où sa coopération aurait pu aider, elle ne l'a pas fait. C'est quand on est puissant qu'on coopère avec le gouvernant, qu'on rentre en contact avec le gouvernant, on discute, c'est en ce moment qu'on peut apporter quelque chose au peuple. Ce n'est pas quand on est devenu très faible. Aujourd'hui, l'ANC, l'UFC ne représente plus grand-chose. Donc sa stratégie de coopération, à la rigueur, je pourrais dire que au final, elle fera tout simplement phagocyter par le parti au pouvoir. Parce que l'UFC que nous avons connu, qui pouvait peser 90% de l'électorat togolais, cet UFC-là n'existe plus. Vous pensez que dans les années 98, où Gilkis Solempiu a participé à une élection présidentielle, il estime d'ailleurs qu'il a gagné cette élection, dont le processus de décompte des voix a été suspendu à un moment donné. Vous pensez qu'à ce moment-là, il aurait dû user des rapports de force pour négocier avec le pouvoir? Absolument, absolument. Il aurait pu user du rapport de force en ce moment et il aurait obtenu beaucoup de choses. Il aurait pu user du rapport de force après ça aussi. Et on aurait pu avoir des avancées. Mais bon, tel n'a pas été le cas. Et on préfère le populisme. On préfère dire, bon, je suis populaire, je suis ci, je suis ça. Et on ne se sert pas de cette position-là pour faire gagner quelque chose au peuple. À la fin, bon, notre situation aujourd'hui, c'est clair que l'UFC, en étant aux côtés du pouvoir, ne peut pas faire des pressions pour que, ou bien être un levier pour obtenir quelque chose pour le peuple, hein, notamment pour l'intérêt général, ou bien pour l'alternance. Non. 90, 99, 97, 90, 99, 97. Bonjour, le sujet d'aujourd'hui intéresse directement la vie de la nation togolaise. Je vous en remercie. Merci à vous également. C'est Simlewa qui nous écrit d'Awangelo de Kara. L'opposition togolaise a manqué de personnalité selon lui. Elle pense faire comme ce que les autres ont fait chez eux. Toutes les actions menées en 2017 n'ont donné aucun résultat à cause du pilotage à vue. Le jour où l'opposition togolaise est morte, c'est le 5 septembre 2017, selon M. Simlewa, quand elle a refusé de participer à la modification de la Constitution. Le pouvoir était en position de faiblesse, mais hélas, on est parti demander le départ du président. Aujourd'hui, l'opposition doit être carrément renouvelée, sinon le pouvoir a le boulevard devant lui. Simlewa d'Awangelo à Kara. Il n'y a jamais de boulevard en politique. Il faut faire attention à ça, par contre. Vous savez, j'ai souvent entendu, aujourd'hui on a un boulevard, aujourd'hui on a un boulevard. J'ai entendu ça plusieurs fois et j'ai même attiré l'attention. J'ai même attiré l'attention de nos gouvernants sur le fait de croire qu'ils ont un boulevard. Et malheureusement, on est resté dans l'histoire, dans l'idée de boulevard jusqu'à ce que les problèmes soient posés. Aujourd'hui, après les mouvements de 2017 et le réveil qu'a suscité Etikwi Achadam, j'entends encore dire aujourd'hui on a un boulevard. Il n'y a jamais de boulevard en politique.
C'est pas parce que, éventuellement, aujourd'hui, on a beaucoup de moyens pour contrôler les gens, dont Pegasus et autres, qu'il faut croire qu'on a un boulevard. On n'a jamais de boulevard en politique. Jamais. Jamais. Il faut faire très attention. On est dans la gestion d'un peuple. Et quand il parle de la mauvaise capitalisation des mouvements de 2017, est-ce qu'il arrive? C'est sûr qu'il y a eu une mauvaise gestion des mouvements en 2017. Et malheureusement, pour grande partie, dû au fait que les gens voulaient jouer cavalier seuls. Les gens voulaient tirer la couverture vers eux. Les gens n'étaient pas d'accord que ce ne soit pas eux qui ont suscité ce mouvement. Et donc, il fallait tout faire, pour certains, il fallait tout faire pour tuer ce mouvement, une fois pour un point, un trait. Il fallait juste tuer le mouvement. Alors qu'on aurait pu s'en servir comme levier pour obtenir des choses. Donc, le mouvement a été mal géré. En tout cas, les résultats ont été mal gérés. Et aujourd'hui, on a une situation qui le montre bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un boulevard. Il faut faire attention de dire en politique qu'on a un boulevard. En politique, il faut tenir toujours compte des problèmes, essayer de les régler, plutôt que d'attendre d'être contraint de les régler. Quand on est contraint d'agir, on n'agit pas bien. Quand on agit de soi-même, quand on prend des initiatives pour régler les problèmes, on évite justement que les gens vous coincent à un moment donné pour vous dire, bon, ok, aujourd'hui, soulèvement, et vous êtes obligé de réagir. Là, vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans la réaction, et la réaction n'est jamais à 100% une initiative. Voilà. Le Parti uni réussit-il de lui-même à opérer les changements souhaités par les Togolais? Non, généralement, aucun parti au pouvoir n'opère les changements souhaités par son opposition et n'opère tous les changements souhaités par les citoyens. Et il faut aller un peu plus. Pour le moment, on a l'impression qu'un certain nombre de choses se font, mais beaucoup reste à faire. Et c'est ce que je vous disais au début quand nous avons commencé cette émission. Il y a beaucoup de points sur lesquels on n'agit pas aujourd'hui. Donc, si le Parti Unir veut véritablement agir dans l'intérêt de tous les Togolais et pour l'intérêt général, toutes ces choses-là, on doit en tenir compte et puis essayer de trouver des solutions. 90, 33, 31, 90, 33, 31, vous pouvez comme eux participer à cette émission en nous écrivant sur notre messagerie WhatsApp, dont le numéro défile à l'écran. Bonjour Maître Degli, chapeau à vous, très ravi de vous revoir. C'est l'un des artisans de la démocratisation de notre pays. Merci à vous également. Qui nous écrit, c'est qui on va retrouver le nom. Alors, c'est l'un des artisans de la démocratisation de notre pays. Votre mérite, ils avaient la pression de la rue et les négociations. Si aujourd'hui, les choses ont sérieusement reculé, l'opposition togolaise n'a plus d'hommes comme Maître Degli, Maître Agboibo, qui était le porte-étendard de cette opposition qui a capitulé à l'arrivée de Gilchrist Olympio sur la scène politique. Oui, beaucoup ont capitulé à l'arrivée de Gilchrist Olympio. Beaucoup. Et c'est nous qui avons fait venir Gilchrist Olympio. C'est le phare qui l'a fait revenir au Togo en lui obtenant l'amnistie, en organisant son retour. J'ai personnellement participé à l'organisation de son retour à Lomé. J'ai été le chercher à Accra avec Kofigo et Aboti Kinikini, lui proposer de revenir. Et Yadema s'est opposé. Il a dit ça va créer des problèmes. On a rassuré le général Yadema en lui disant non, on veut faire la réconciliation et la réconciliation doit passer par là parce que le problème Gilchrist Olympio et Yadema est un problème qu'on doit régler. Et Yadema nous a ouvert la frontière. La frontière était fermée. Le général Yadema nous a ouvert la frontière, a mis un véhicule administratif à notre disposition. Je suis parti avec Kofigo et l'ancien préfet Aboti Kinikini. On a campé chez lui 3 jours. On a réussi à le convaincre. Et quand il est revenu, on a organisé, moi j'ai participé à organiser son retour à Lomé, et c'est mon père qui a organisé son arrivée à Palimé. Mais quand M. Gilchrist Olympio est arrivé, malheureusement, ce qu'on avait espéré, c'est pas ce qui a été fait. On a l'impression que ça a été beaucoup plus des trucs personnels et puis une navigation à vue. Et puis, il a surfé sur une popularité immense, mais qui n'a rien donné aux Togolais. C'est vraiment dommage. Alors que Fogil aurait pu apporter énormément aux Togolais. Aujourd'hui, bon... A-t-il manqué de conseillers ou c'est justement certains de ces conseillers qui l'ont poussé au pilotage à vue dont vous parlez? Je ne sais pas s'il avait des conseillers,
Je ne sais pas s'il écoutait des conseillers. Je ne sais pas qui d'entre les conseillers lui-même a eu cette orientation. Ce que j'ai remarqué, c'est que moi, de mes discussions avec lui, je ne suis pas ressorti avec l'idée qu'il était un fin stratège politique. Qu'il m'excuse, ce n'est pas une injure, mais je ne suis pas ressorti. Je crois qu'il est très bon en matière d'affaires, mais je n'avais pas l'impression qu'il était un fin stratège politique. Et le résultat auquel il est arrivé aujourd'hui ne me surprend pas. Avait-il goût à la politique ou faisait-il de la politique par défaut? Par défaut, non. Mais je crois que c'est quelqu'un qui pensait pouvoir faire de la politique, mais qui n'avait pas toutes les cordes à son arc pour être un bon politicien ou bien un fin politicien. Et je pense également, je me trompe peut-être, hein, je l'ai dit, je pense également que la lutte de Fogil Chris Olympio a été trop dictée par des trucs personnels, par des relents personnels. Cela aussi a joué contre son action. Voilà. Alors, la concertation nationale des acteurs politiques vient d'accoucher de ses premières conclusions. Alors, symboliquement, est-ce que c'est un bon signe? D'abord, laissez-moi dire ceci. Vous savez, lorsque le pays semblait ne pas vraiment sortir de sa situation de quasi-crise de tout le temps, nous, au niveau de notre mouvement APED, nous nous sommes adressés au chef de l'État en lui demandant de prendre des initiatives. Parce que l'atmosphère dans le pays, la situation du pays, l'État, je dirais l'âme du pays, ne semble pas être orientée dans un sens positif. Nous avons demandé ce que j'ai trouvé regrettable. Je pense probablement que le président de la République va rectifier sur d'autres points. Ce que j'ai trouvé regrettable, c'est que cette concertation n'est concernée que des élections, des histoires d'élections régionales. C'est comme ça qu'elle a été appelée. Et j'étais un peu déçu de ça parce que je pensais que ce serait quelque chose de plus important qui permettrait de régler différents problèmes. Maintenant, on nous a dit que des propositions de cette concertation ont été envoyées au chef de l'État. Malheureusement, je ne sais pas ce qui a été envoyé au chef de l'État. Mais je trouve que le fait de se concerter pour trouver des solutions aux problèmes du pays est une bonne chose, sauf qu'on aurait pu intégrer beaucoup plus de personnes que de se limiter juste à un jeu de partis politiques et du pouvoir. Voilà. Apparemment, ils sont allés au-delà de ce qui concerne simplement les élections régionales. Ils ont abordé la charte des partis politiques, ils ont parlé de la recomposition de la CENI, et bien d'autres sujets. Oui, quels autres sujets? Est-ce qu'ils ont abordé, par exemple, les sujets clés qui se trouvent dans les recommandations de la CVJR? Non. Est-ce qu'ils ont abordé les problèmes de tribalisme qui enveniment de plus en plus la vie au Togo? Je regrette, mais c'est une réalité. Vous sortez avec des documents sur des concours et vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une seule partie du Togo qui travaille. Il n'y a qu'une seule partie du Togo qui va à l'école. Tout ça, là, est-ce qu'ils ont sorti? Est-ce qu'ils ont parlé des problèmes récurrents que nous avons au niveau de la justice étant un maillon fondamental dans notre pays pour que le pays puisse connaître son développement intégral? Ils n'ont pas parlé de tout ça. Tout ce que vous m'avez cité tout à l'heure, c'est des questions politiques. Il n'y a pas que les questions politiques. C'est vrai, le politique détermine beaucoup de choses, mais il n'y a pas que les questions politiques. Hein. Il y a d'autres questions. Le retrait de l'ANC, l'Alliance nationale, le changement des discussions à la veille des conclusions de la CNAP, est-ce que c'est une bonne stratégie selon vous? Sur ce point aussi, je dirais deux choses. J'ai essayé de poser la question à certaines personnes qui sont de l'ANC, qui m'ont dit, d'abord, nous ne savions pas que la concertation allait prendre fin. Tout le monde savait que la concertation allait prendre fin. Non, qu'ils ne savaient pas que quand ils envoyaient leur courrier, ils ne savaient pas que la concertation prenait fin en ce moment-là. Donc, on ne peut pas les taxer d'avoir quitté la concertation à la veille de la clôture des travaux. Maintenant, je veux dire quelque chose. L'ANC, je l'ai entendu en janvier, au début de la convocation de cette réunion, l'invitation, se réjouir. Qu'est-ce qui a poussé l'ANC à quitter à la dernière minute? Il faudrait savoir. Alors, le ministre d'État, chargé de l'administration territoriale, a dit « Nous avons pris en compte toutes leurs propositions ».
comment les propositions ont été prises en compte. Il y a plusieurs manières de prendre en compte des propositions. Vous me faites des propositions, je les reçois, je les discute et puis je les rejette. C'est une prise en compte de vos propositions. OK? Comment les propositions ont été prises en compte et sur quel point exactement les deux parties ont buté. Je crois que c'est ça, c'est ce nœud-là qu'il faut essayer de dénouer. Mais maintenant, qu'on parte à la fin, à la veille ou le jour même, vous savez, il y a des gens qui négocient jusqu'au jour où on les appelle pour venir signer et puis qui disent non, nous n'allons pas signer. Donc, ce qui est le plus important, ce n'est pas le moment où ils ont quitté, mais c'est pourquoi ils ont quitté et comment on peut faire pour qu'ils reviennent à cette table de négociation pour les jours à venir, même si on a envoyé certaines propositions au chef de l'État. C'est ça. Sinon, une fois encore, on est sorti divisé d'une réunion qui aurait pu amener à quelque chose de concerté et de concret pour les Togolais. 90, 55, 53, 90, 55, 53. Bonsoir à Maître Degli. Pourquoi l'opposition togolaise est-elle toujours malade? Est-ce que le parti au pouvoir n'a pas sa part de responsabilité dans cette convalescence à partir des achats ou des intimidations? C'est ce que j'ai dit au début. Je dis, le parti au pouvoir a une certaine consistance qui fait aussi que l'opposition a des difficultés. Mais c'est de bonne guerre. Le parti au pouvoir, s'il a la possibilité d'acheter des gens qui sont achetables, il va les acheter. Qui leur demande d'être achetables? Si le parti au pouvoir veut acheter quelqu'un, si la personne ne veut pas, est-ce que le parti au pouvoir va le forcer pour lui mettre le pain dans la bouche ou l'argent dans la poche? Je ne crois pas. Mais si l'opposition prête le flanc, eh bien, le parti au pouvoir n'a pas envie, et c'est de bonne guerre, de laisser le pouvoir, de perdre une portion du pouvoir. Mais l'opposition fait-il tout ce qu'il faut pour accéder à une portion de son pouvoir? Voilà la question. Donc, je ne peux pas reprocher au parti au pouvoir de désorganiser l'opposition ou bien de l'acheter. Ce que je peux reprocher au parti au pouvoir, par contre, c'est si le parti au pouvoir ne permet pas que les libertés publiques s'exercent et que l'opposition exerce ce qui est son rôle. C'est ce que je peux reprocher au parti au pouvoir. Mais si c'est parce qu'on a acheté des gens, c'est parce que des gens se sont prêtés au jeu de l'achat, qui se sont transformés en objets pour être achetés. On les a achetés. Voilà. 92, 80, 23. 92, 80, 23. Une question encore d'un de nos téléspectateurs, à Maître Degli. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer votre question, vos préoccupations. Bonjour Niwad, vous dites que l'opposition togolaise est en difficulté aujourd'hui. Que proposez-vous à l'opposition togolaise pour sortir de cette difficulté dont vous parlez? Que proposez-vous pour l'alternance en 2025? Par ailleurs, vous dites que vous faites des propositions au pouvoir pour le bien-être de tous. Est-ce que le pouvoir vous écoute? C'est Laurent qui vous pose ces questions. Les propositions, je les fais au pouvoir, je les fais à l'opposition aussi, hein. Peut-être ces derniers temps, je n'en ai pas fait à l'opposition, mais même dernièrement, relativement à leur histoire d'aller aux élections ou de ne pas aller, j'ai fait des propositions. Je me suis déplacé pour aller rencontrer un certain nombre de responsables de partis politiques, de bureaux de partis politiques, pour discuter et pour proposer des choses. Bon, malheureusement, certains refusent de nous recevoir ou alors ne tiennent pas compte de nos propositions. Ça, c'est pas grave. Le pouvoir ne tient pas compte de tout ce que nous leur proposons non plus. Nous faisons des propositions dont nous voyons quelquefois la traduction dans la réalité, pour lesquelles nous discutons avec des gens qui sont du pouvoir, et puis nous faisons des propositions, surtout quand il s'agit de propositions politiques qui tombent dans les oreilles d'un sourd, hein. Je crois qu'on les jette rapidement à côté, mais ça ne nous empêche pas de proposer. Maintenant, qu'est-ce que je propose pour l'alternance en 2025? Je n'ai aucune proposition au jour d'aujourd'hui pour l'alternance. Il faut d'abord que l'opposition soit debout pour qu'on parle de l'opposition qui va faire l'alternance. À défaut, bon, on aura toujours encore la même situation, hein, parce que qu'est-ce que l'opposition est capable de faire aujourd'hui? Vous avez vu à peu près ce qui s'est passé après les élections de 2020, avec la manière dont l'opposition se tire dessus, Dynamique Monseigneur Poggio d'un côté, ANC de l'autre, tel parti de ce côté. Tant que cette opposition ne fera pas son autocritique, ne rectifiera pas certaines erreurs,
eh bien, elle ne pourra rien espérer des élections. Parce que si vous n'êtes pas unis et que vous n'allez pas d'une même voie pour faire des revendications, celui qui est en face de vous trouvera toujours l'occasion de ne pas respecter vos propositions. Justement, cela m'amène à vous interroger sur la posture de la dynamique, Monseigneur Kojoro, DMK. Est-ce qu'elle est productive, cette posture? Quelle posture vous pouvez-vous m'expliquer un peu? Je parle de posture d'après la présidentielle de 2020, oui. Où jusqu'alors, Agbéoméo Kodjo est dans la revendication de ce qu'il appelle sa victoire. Bon, vous savez, c'est son droit le plus absolu de revendiquer la victoire. On peut se berner d'illusions aussi. En ce qui concerne le Togo, je ne sais pas si M. Agbéoméo Kodjo, après avoir passé 1 an et demi après ces élections, sera reconnu comme président de la République. Bon, maintenant, il a certainement sa stratégie ou bien sa logique pour laquelle il continue de persister en cela. Personnellement, je crois que, bon, les carottes sont cuites depuis, il faut penser à autre chose. Il faut utiliser peut-être il aurait fallu utiliser cette force qu'ils ont pu soulever en 2020 pour faire des choses qui ne sont pas uniquement la revendication de la victoire. Parce que au jour d'aujourd'hui, la revendication de la victoire, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé est au pouvoir, il continue sa gestion tranquille, il est le président du Togo comme tout le monde le sait, ça fait 1 an et demi dépassé. Peut-être que M. Agbéoméo Kodjo arrivera au pouvoir, je ne sais pas comment, mais bon, je n'ai pas envie d'en discuter. L'union de l'opposition, est-ce qu'elle est encore possible? Je ne sais pas si elle est possible, mais je sais qu'elle est impérative. L'union de l'opposition est impérative. Si véritablement les gens qui sont dans l'opposition se battent pour changer ce pays, pour lui apporter quelque chose, pour améliorer quelque chose dans ce pays, dans la vie des citoyens, pour le bien-être des citoyens, ils ont l'obligation de s'unir. Maintenant, s'ils se battent juste pour eux-mêmes, pour leur propre poche, pour leur propre ventre, pour leur propre intérêt, bon, ils peuvent rester divisés. À défaut, je crois que l'union de l'opposition s'impose. Elle s'impose partout où on est devant un pouvoir assez fort, où on est dans une situation où on cherche l'alternance. Elle est indispensable. 96, 65, 51, 96, 65, 51, c'est super, je vous admire beaucoup. C'est Olivier Mensan qui nous écrit de Palimé. Ce sont des gens comme vous. Le Togo a besoin des gens comme vous. Et pourquoi ne pas être président d'un parti politique pour qu'on puisse vous accorder nos votes? Oui, j'aurais souhaité être président d'un parti politique. Mais à partir du moment où c'est la création des partis politiques qui, entre guillemets, a foutu le bordel dans toute cette lutte-là pour l'état de droit, la véritable démocratie, le changement au Togo, je considère que ce n'est pas quelque chose qui soit nécessaire pour moi aujourd'hui. Et c'est à cause de ça que je ne le fais pas. C'est à cause de ça que je n'ai jamais pris la carte d'un parti politique, que je n'en ai pas créé. Le parti politique a créé beaucoup trop de problèmes qu'il n'en a résolus. Et donc, mon parti politique, aujourd'hui, demeure le Togo. Et c'est le Togo qui verra toutes mes actions jusqu'à ce qu'un jour, je me rende compte que, véritablement, l'état de droit, le bien-être que je souhaite pour les Togolais est en train de se mettre en place. Et en ce moment-là, je créerai un parti politique, même s'il ne me reste que 2 jours pour vivre. Alors, quelles sont les étapes pour la renaissance de la lutte au sein des forces de l'opposition, selon vous? Je ne sais pas si je peux parler des étapes, si je les connais, mais je peux dire que l'une des premières choses, c'est que l'opposition togolaise fasse son autocritique et qu'elle se remette ensemble en recollant les morceaux cassés. Dans quel cadre peut se faire cette... C'est à l'opposition de décider. Je ne peux pas imposer un cadre. Je crois que lorsque vous êtes dans une situation, dans un combat, et que vous allez d'échec en échec, il n'y a aucune armée du monde qui, en allant d'échec en échec, va continuer sans jamais voir pour quelle raison elle est en train d'échouer.
il faut revenir un peu, reculer pour mieux sauter, comme on dit, revenir un peu en arrière, voir quels sont les points sur lesquels nous sommes en train de commettre des erreurs, les rectifier et puis avancer ensuite. Si l'opposition n'arrive pas à faire ça et qu'elle continue toujours comme cela s'est passé, eh bien, elle ne donnera aux Togolais aucun résultat positif. Mohamed nous écrit de Casablanca à Lomé. Pour lui, donc, c'est seulement au Togo qu'on voit des opposants fragilisés après les événements sociopolitiques qui cherchent à collaborer avec le régime en place. À l'exemple de l'UFC et de l'ANC, pour lui, c'est de la médiocrité. Donc, il estime que Bâtir est un parti politique proche du pouvoir. Ça, on va vérifier. Bâtir est un parti politique. Non, ça, je sais. Je sais parce que lorsque Bâtir a été créé, des gens m'ont appelé. On dit, Ahmed, vous avez transformé Bâtir le Togo en parti politique, et je leur ai dit non. Bâtir le Togo est toujours un mouvement qui défend le bien-être des Togolais, qui défend l'intérêt général. Nous ne sommes pas un parti politique. Plusieurs personnes m'ont appelé. Donc, c'est d'ailleurs par eux que j'ai su qu'il y a un parti politique qui s'appelle Bâtir, qui a été créé. Voilà, c'est à cause de ça que je me dis, c'est certainement un parti politique. 92 90 34, c'est Nabima qui nous écrit de Mango, mais il me semble que vous avez déjà répondu à une question pareille. Merci pour l'émission. Ma question est celle-ci. Quel conseil donnez-vous à notre opposition qui va toujours en rang dispersé? Oui, justement. Je crois que j'ai déjà répondu à ça. L'opposition a intérêt à trouver l'occasion de se mettre ensemble, ne serait-ce qu'autour d'un minimum, et de se battre pour ce minimum-là. Et je les appelle déjà à se mettre ensemble pour se battre pour que le bien-être des Togolais soit accompli dans toute sa plénitude, même si c'est Faure Gnassingbé qui est au pouvoir. Il ne faut pas attendre de venir au pouvoir d'abord avant de lutter pour le bien-être des Togolais. Ça ne sert à rien. Si Faure Gnassingbé ne quitte pas le Togo, le pouvoir demain, ou bien UNIR ne quitte pas le pouvoir demain, donc ça veut dire que les Togolais, si le pouvoir actuel n'arrive pas à régler certains de leurs problèmes, doivent demeurer dans ces difficultés jusqu'à ce que l'opposition arrive au pouvoir un jour. Je ne crois pas que ce soit une bonne façon de faire de l'opposition. Parce qu'à chaque fois que vous rentrez dans un pays où il y a une opposition, l'opposition fait des critiques, fait des propositions, pousse le pouvoir à régler des problèmes. Elle ne dit pas, je n'attends qu'une seule chose, c'est de venir au pouvoir moi-même d'abord. Non. Donc il faut que nous aussi au Togo, nous puissions comprendre qu'on a beaucoup de choses à faire, même quand on n'est pas encore au pouvoir. 92 07 38, 92 07 38, c'est Alonio Yao qui nous écrit de Lomé. Bonjour maître, en tant que défenseur des droits de l'homme, quelle solution pouvez-vous apporter à la justice togolaise pour qu'on puisse donner un peu de crédibilité à notre justice? Peut-on construire une démocratie sans justice équitable? Mais bon, cela m'amène peut-être à compléter sa question, parler de justice, des problèmes de la justice du Togo comme un peu, on va dire, est-ce qu'on on n'en fait pas trop, on n'en dit pas trop sur cette justice? Non, je ne crois pas. Non, je crois que la justice togolaise a des problèmes. Il y avait des problèmes matériels. Le gouvernement a essayé avec l'Union européenne de régler un certain nombre de problèmes matériels. Mais malheureusement, la justice est minée. La justice togolaise est minée, profondément minée, par beaucoup de problèmes. Il faut les régler. Justice minée? Minée par, c'est-à-dire une justice qui ne va pas toujours à la justice. En tant qu'avocat, vous pensez que je pense, que vous dites en tant qu'avocat, n'influence pas les décisions des magistrats? Non, comment je peux influencer la décision des magistrats? Non. Mais par contre, si je trouve qu'un magistrat voit bien que quelque chose est blanc et va dire que non, qu'il est noir, je le dénoncerai, je le dirai. Je le dirai. Dans tous les pays, ils ne sont jamais d'accord avec les... Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas... Je veux perdre en justice. Ça ne me dérange pas. Mais je veux perdre... Je n'ai jamais entendu un avocat dire « j'ai perdu, c'est bien, on m'a gagné ». Non, mais si. Moi, il y a des moments où j'ai perdu des dossiers et j'ai été félicité le juge qui a rendu une décision. Parce que quand j'ai fini de lire sa décision, j'ai même appris de sa décision. Et dans les autres dossiers qui me sont venus arriver, qui sont dans ce sens-là, j'ai utilisé sa propre décision. Parce qu'il a... Oui, au Togo, ici. Je ne peux seulement pas appeler le nom de ce magistrat ou de ces magistrats sur un plateau. C'est des magistrats qui ont rendu des décisions qui, quand vous les lisez, c'est en droit. Pardon, si vous êtes avocat, vous recevez les décisions de certains magistrats. Avant d'aller faire un recours contre ces décisions, vous devez y penser 3 fois, pas 2 fois, 3 fois. Parce que c'est bien écrit et c'est le droit, c'est le vrai. OK?
alors que vous recevez certaines décisions, même si elles sont en votre faveur, vous en avez peur. Si elles sont en votre faveur, mais vous en avez peur. Parce que si quelqu'un fait un recours contre cette décision, elle sera rapidement renversée pour peu que le magistrat devant lequel on a fait le recours regarde bien le droit et regarde bien les faits. Donc ce n'est pas une bonne chose. La justice a besoin d'amélioration. La justice a besoin que les cas de corruption que l'on remarque, les cas d'intervention que l'on remarque, n'y soient pas, que ce soit de l'intervention de la part du pouvoir ou de l'intervention de la part des justiciables. La justice a besoin d'être mieux. Notre justice n'est pas encore au mieux. Je crois que le pouvoir a fait des efforts. On a mis en place un conseil supérieur de la magistrature, mais on a l'impression que beaucoup de choses n'ont pas changé et un certain nombre de situations dramatiques continuent. Donc, on doit faire encore plus pour l'améliorer parce que, comme il a dit, comme le téléspectateur l'a dit, effectivement, la justice est un maillon fondamental d'une démocratie. Si on a une justice que tout le monde fuit, moi j'ai été à l'université aux États-Unis pour mon doctorat. Dans mon université, on a fait un colloque dans lequel j'étais dans la salle, des gens sont venus dénoncer la justice togolaise. À l'époque, je n'étais pas encore revenu au Togo, mais j'avais tellement honte, je me suis fait tout petit pour sortir de la salle. Mais non, on ne peut pas avoir ça. Notre justice a des problèmes et il faut les régler. Et la personne qu'il faut à la place qu'il faut, le magistrat qui ne fait pas ce qu'il faut, être capable de lui dire, de le sanctionner, être capable de créer des mécanismes pour que cette justice-là se débarrasse de toutes ces petites lacunes. Il y en a dans d'autres pays, mais ce n'est pas parce qu'il y en a dans d'autres pays que nous allons en faire notre maison. Ça ne va pas devenir commonplace au Togo. C'est important. Émile Amegaro vous pose peut-être une question qui vous dépasse. Hein. Il veut savoir si Agbeoumé Kodjo est toujours au Togo. S'il veut savoir si Agbeoumé Kodjo est toujours au Togo, peut-être qu'il veut savoir s'il est chez moi à la maison. Dites-lui qu'il n'est pas chez moi à la maison. Je ne sais pas où il est, mais il n'est pas chez moi à la maison. Peut-être en tant qu'ancien maquisard, vous savez où il est. Non, mon maquis a pris plus de 20 ans d'avance sur celui de Agbeoumé. Donc bon, je ne sais pas où il est. Est-ce qu'on peut répondre à notre ami non, je pense qu'on a déjà répondu à sa question. Mais est-ce que vous comptez jouer vous-même un rôle pour allumer la flamme de l'opposition? Est-ce que c'est envisageable? Personnellement, non, puisque je ne suis pas membre de l'opposition. Je ne suis pas un chef de parti politique. La seule chose que je peux faire, et c'est ce que je vous ai dit... travailler avec l'opposition. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Notamment, pas dans les années 90, dans le collectif Sauvons le Togo. Non, je n'étais pas membre du parti collectif Sauvons le Togo. Vous les avez accompagnés. C'est justement ce qui a créé un conflit entre ceux qui ont créé le collectif Sauvons le Togo et nous. Nous avons créé le Front Sage, qui n'est constitué que d'associations de la société civile. Et quand certains nous ont dit non, il faut qu'on s'associe avec les partis politiques, je leur ai dit non. Nous pouvons faire des actions que les partis politiques soutiennent. Les partis politiques peuvent faire des actions qui vont dans l'intérêt général que nous pouvons soutenir. Mais nous ne pouvons pas nous mettre avec des partis politiques en disant que nous sommes de la société civile. Ça ne se fait pas. On m'a dit que non, ça a été toujours comme ça au Togo, que les associations ont soutenu l'UFC et que maintenant il faut soutenir l'ANC. J'ai dit bon, ok, si c'en est ainsi, je retourne chez moi à la maison. Et c'est comme ça que ceux qui ont créé Sauvons le Togo sont partis créer Sauvons le Togo et puis ont été avec des partis politiques. Bon, malheureusement, ça non plus, ça n'a pas donné grand-chose. Sinon, j'ai toujours fait des propositions, fait des approches avec l'opposition à partir du moment où cette opposition milite pour l'intérêt général. OK? À partir du moment où on sort un sujet qui est un sujet d'intérêt général, eh bien, je fais mes propositions. Même quand les mouvements de 2017 étaient arrivés, j'ai approché des gens avec qui j'ai discuté en disant, mais vous devez pouvoir négocier sur la base de ce que vous avez aujourd'hui, vous devez pouvoir négocier. Bon, malheureusement, les choses se sont terminées en queue de poisson parce que certains ont tout fait pour saborder ce mouvement, justement, parce que ça ne vient pas d'eux, malheureusement. Oui. 91 57 46, 91 57 46. Bonjour, ne voyez-vous pas que les hommes politiques de ce pays sont eux-mêmes les auteurs de la souffrance des populations, accompagnés des hommes de Dieu comme des prêtres, des évêques et des pasteurs? C'est qui il nous écrit de Vaughan. Alors, aussi, le problème de péage des motos est une forme, lui pense que c'est une forme d'esclavage dont la société civile est restée muette.
Je prendrai le dernier aspect de son problème. Je pense que le problème de péage mérite qu'on s'y penche sérieusement et qu'on voit comment régler. Il y a des gens qui ne sont pas véritablement, il faut dire la vérité, ils ne sont pas capables de payer ce qui est imposé au niveau des péages. Et il y a des populations riveraines ou des gens qui ne sont pas loin, qui passent plusieurs fois par jour. Je ne sais pas comment régler leurs problèmes, mais je crois que autant je suis d'accord pour qu'il y ait péage, parce que contrairement à ce qui s'est passé au Togo il y a quelques années où toute la caisse des fonds de péage a disparu, le péage a toujours servi dans les pays à construire les routes, à améliorer les infrastructures routières. Donc, c'est nécessaire. Tout comme je suis d'accord pour que nous payions des impôts, mais on doit tenir compte, en faisant ça, de la situation des gens. Parce que dans ce pays, la grande majorité est dans une pauvreté extrême. Et si nous ne faisons pas attention, certaines des choses que nous faisons qui doivent donner de bons résultats, donneront des résultats qui détruiront certaines parties de nos populations. Maintenant, en ce qui concerne sa position par rapport au fait que les hommes politiques sont le principal problème, je ne sais pas s'ils sont le principal problème, je les appelle à essayer de régler les principaux problèmes. 91 94 49, 91 94 49, 91 94 49. Bonjour New World, nous avons l'impression que les partis d'opposition que nous avons au Togo se mettent dans une course pour le fauteuil présidentiel et non pour le bien-être des Togolais. Sinon, comment on peut comprendre qu'on se permette de dépenser des millions de sommes cotisées par les différents militants de ces partis pour l'organisation des marches qui sont sans résultat, si ce n'est des détenus politiques, des blessés et des réfugiés politiques, alors qu'au même moment, nous avons des problèmes socio-économiques à régler dans le pays. Si nos responsables des partis veulent en réalité mettre les Togolais à l'aise, alors pourquoi ne pas commencer par régler nos différents problèmes avec les sommes cotisées? David, depuis Hidjanaoui. Oui, je crois que c'est une courte vue de l'esprit que de dire que les militants cotisent et puis on va aller régler les problèmes du pays avec. Non, les problèmes du pays sont réglés par les caisses de l'État. Les problèmes du pays sont réglés par le gouvernement. Les problèmes du pays sont réglés par le chef de l'État. Les problèmes du pays sont réglés par les institutions qui sont créées pour ça. Ce n'est pas l'opposition qui cotise de l'argent pour aller régler les problèmes du pays. Ça n'existe nulle part dans le monde. Ça n'existe nulle part dans le monde. Par contre, l'opposition doit mettre sur la table les problèmes du pays en dehors des histoires d'élections. Et l'opposition doit pouvoir mettre sur la table des problèmes du pays et demander que ces problèmes soient solutionnés. C'est ça que l'opposition peut faire. Mais l'opposition ne va pas cotiser. Qui va cotiser pour aller régler son problème à lui? Il faut que lui-même y cotise pour régler son problème. Personne ne va cotiser pour régler son problème. Par contre, il y a des problèmes que l'État a la charge de régler et c'est l'État qui doit les régler. Mais l'opposition doit contribuer, doit essayer d'approcher ces problèmes, de faire des propositions, de faire pression pour que ces problèmes soient réglés parce que ces problèmes-là, c'est le bien-être de tous les citoyens. Voilà. 91 28 33. On va prendre encore quelques questions et conclure notre émission. 91 28 33. Bonjour maître, c'est Ibrahim qui nous écrit depuis Azaon. Maître, ne pensez-vous pas que si les pays africains en général et le Togo en particulier sont dans cet état, c'est parce que nous ne sommes pas assez patriotes? C'est possible. C'est possible que, dans une certaine mesure, le patriotisme manque beaucoup chez nous parce qu'on nous a éduqués pendant longtemps et sous la colonisation à être divisés, à nous tourner vers l'intérêt du colon, de l'intérêt de l'autre plutôt que l'intérêt de notre propre pays. Et ça, sur ce plan-là, on fait la différence avec les Asiatiques. Les Asiatiques ont eu des dictatures. La Corée du Sud, jusque dans les années 70, était une dictature. Et pourtant, cette dictature a œuvré pour le développement du pays, pour le bien-être de tous les citoyens. Ce n'est pas une dictature qui s'est remplie les poches. Ceux qui ont gouverné ne sont pas remplis les poches au détriment des citoyens. C'est ça la différence entre les dictatures qu'il y a eu en Asie et les dictatures qu'il y a dans les pays africains. Beaucoup de dictatures en Asie ont plutôt œuvré pour l'intérêt des populations parce que c'est des gens qui sont patriotes, des gens qui veulent voir leur pays sortir d'une certaine situation. La Chine aujourd'hui, la Chine n'est pas un pays démocratique, vu comme on peut parler de démocratie à l'occidentale, et pourtant, les dirigeants chinois font tout et sont aujourd'hui la première puissance économique du monde, vont devenir demain la première puissance militaire du monde. Ils se battent chez nous.
dès que quelqu'un est au pouvoir, il pense que le pouvoir lui permet à lui, à sa famille, à son parti politique, et au-delà de ça, peut-être aux membres de son ethnie, de s'enrichir. Le reste du pays, on s'en fout. En tout cas, on fait le minimum, au service minimum pour les autres. Et le service minimum, il va la plupart du temps vers les membres du parti dont le chef de l'État est le président. C'est un manque de patriotisme grave. Nous voyons nos pays, vous allez dans certains pays, vous voyez des choses, mais vous vous demandez, mais est-ce qu'il y a des gouvernants dans ce pays? Est-ce qu'ils passent dans les rues? Est-ce qu'ils voient ce qui se passe? Tout ça là, c'est vrai. Il nous manque du patriotisme. Nous devons en avoir. Et c'est ça qui nous permettra d'avoir aussi des visions, les vraies visions pour la construction de nos États. 90 74 34, 90 74 34. Bonjour à l'invité pour cette réflexion. Je pense que nous ne pouvons sortir de cette situation si personne n'a l'audace de commencer tout ce que tout le monde dit, c'est-à-dire les états généraux de l'opposition. Nous sommes un pays perdu en Afrique qui peine à connaître l'alternance. Nous avons besoin d'un leader humble qui a l'amour du pays. On a besoin d'un leader doit être humble dans tout état de cause. Un leader qui n'est pas humble, ce n'est pas un leader. Un leader égoïste, ce n'est pas un leader. Celui qui est leader réunit un certain nombre de qualités qui sont fondamentales, dont l'humilité. Alors, 91 32 93, 91 32 93. Bonjour maître, à vous entendre parler, nous comprenons que les politiques partis au pouvoir comme opposition jouent avec le peuple togolais. Quelle doit être l'attitude du peuple pour changer la politique togolaise? Le peuple doit déjà devenir doit s'instruire politiquement. Parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'au Togo, il nous manque beaucoup la culture politique. Nous sommes épidermiques et nous suivons un petit peu bêtement les gens, surtout ceux qui ont tendance à faire du populisme et à nous brandir des solutions qui sont des solutions miraculeuses. Ce sont des vendeurs de chimères. Ce sont des vendeurs de chimères. Il faut que nous commencions à voir les leaders à travers les propositions objectives que ces leaders font. J'ai entendu un leader il y a 2 ans dire que non, on va avoir une transition d'ici la fin de l'année. On a fini l'année 2020, on n'a pas eu la transition. L'année 2021, on n'a pas eu la transition. Moi, j'ai dit que non, qu'on ne peut avoir une transition que s'il y a un rapport de force qui oblige ceux qui sont au pouvoir, parce qu'il y a une crise, à accepter une transition. Mais cette personne a dit non, elle m'a bien injurié. Et les gens l'ont suivi parce qu'il a décrété qu'il y aura une transition d'ici la fin de l'année. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu la transition. Donc, il faudrait que nous cessions d'être naïfs. Il ne faut pas que nous suivions bêtement les gens. Il faut que nous ayons un peu de culture politique, c'est vrai. La culture politique devait s'acquérir avec les médias publics, le travail du gouvernement et tout ça. Et ce n'est pas, pour le moment, ce qui préoccupe le plus nos gouvernants, parce que plus le peuple est cultivé politiquement et plus les gouvernants ont des difficultés. Donc, je crois que ce qu'il dit, dans une certaine mesure, il faut que nous puissions nous prendre en charge, que nous réfléchissions sérieusement pour qu'on ne nous mène pas en bateau comme cela a été fait jusqu'à aujourd'hui. Merci. 90 37 73 nous dit que l'opposition ne prend pas en compte les questions de la vie chère au Togo, mais on ne pourra pas répondre, parce qu'il me reste une dernière question avant qu'on se sépare en 1 minute. Alors, la conjoncture politique, géopolitique internationale aujourd'hui, caractérisée par la pandémie, est-ce que c'est une opportunité ou une menace pour les luttes Non, c'est une menace. C'est une menace parce que à chaque fois que vous voulez manifester, dans beaucoup de pays, on vous dit que non, qu'il y a la pandémie, donc il faut pas y aller. Donc c'est une menace. C'est une menace et vivement que cette pandémie finisse et que les gens puissent s'exprimer librement, avoir les libertés publiques. Sinon, toutes les libertés publiques, surtout dans les pays comme les nôtres, sont bloquées sous couvert de crise sanitaire. Voilà. Merci infiniment, maître Jean Yaobi Degui. C'est moi que vous remercie. Je sais que vous parlez rarement maintenant, vous avez accepté notre invitation. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup. Vous m'avez amené à parler. C'est une bonne chose. Nous espérons. Merci. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, c'est encore une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.